Pour ce 15e épisode, nous allons parler de l'endettement phénoménal des pays ainsi que l'état actuel des marchés avec Rémi Morel de Barrage Capital. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Morel, qui est gestionnaire de portefeuille chez Barrage Capital. Il a déjà participé à l'émission, c'était à l'épisode 3 qui portait sur la frugalité. Je vous invite à aller écouter ça, c'était très intéressant. On avait aussi eu Yannick Letourneau. Donc, merci Rémi d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. Donc, on va parler ensemble de la situation actuelle de l'économie. La COVID-19, ça a causé beaucoup d'impacts économiques sur les pays, partout dans le monde. Puis rapidement, chaque pays s'est endetté pour offrir un certain soutien à leur économie et à leur population. Par exemple, au Canada, il y a eu des mesures comme la PCU, la PCUE, le soutien pour les PME, des compensations pour les malades. En tout cas, il y a une grosse liste sur le site du gouvernement. Puis, pour mettre ça en chiffres, le déficit du Canada en 2019 était de 20 milliards. Puis seulement en mai 2020, c'était à 22 milliards et on prévoit que pour 2020, le déficit va s'élever à 343 milliards de dollars. Donc ça fait en sorte que la dette totale, qui est présentement à 886 milliards, devrait dépasser le billion d'ici la fin de l'année. Effectivement. Puis aux États-Unis, le déficit en 2019 était de 985 milliards. Maintenant, il est rendu à 3 billions et on prévoit 6,6 billions pour l'année 2020, qui va faire une dette totale de 27 billions. Donc, les pays s'endettent, les entreprises, il y en a beaucoup qui font faillite, il y en a qui sont en difficulté. Donc, ça cause des pertes d'emplois et on ne sait pas quand tout ça va finir. Tout semble vraiment horrible en ce moment. Effectivement. Et une question que j'ai pour toi, Rémi, c'est pourquoi les marchés sont en haut présentement? Oui, c'est une excellente question. Je vais t'avouer que quand ça a descendu en masse, on regardait qu'est-ce qui se passait au niveau de l'arrêt de l'économie, qu'est-ce que ça allait produire comme impact. Ça a été un peu surprenant à quel point la bourse a rebondi. On n'avait pas prévu à quel point qu'il y aurait une intervention aussi massive du gouvernement. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Je vais commencer avec un qui explique peut-être le Standard & Poor's 500, qui est l'indice le plus suivi aux États-Unis. Un des facteurs, c'est les fans, les compagnies qui ont profité beaucoup du mouvement Internet, la transition vers en ligne. Alors, on parle de Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Netflix. Alors, tous ensemble, je pense que ça représente quelque chose comme un peu plus que 20% de l'indice. Alors, en ayant très bien fait, c'est sûr que ça a influencé les marchés en général. Un deuxième facteur, c'est la baisse des taux d'intérêt. Alors, évidemment, la Fed, pour essayer de diminuer le choc de la crise, elle baisse les taux. Mais ça contribue à la bonne tenue des marchés boursiers. Puis, on a aussi les achats d'actifs de la Fed. Alors, elle a acheté des obligations de toutes sortes. Et puis ça l'a aidé à soutenir des valeurs. Donc, dans l'ensemble, les investissements ils ont bien fait. D'ailleurs, j'ai vu une entrevue à CNBC avec Warren Buffett qui disait que quand les taux d'intérêt baissent, ça fait monter le prix des actions. C'est exactement ça qu'on voit en ce moment. Non, tout à fait. Ça dépend directement de ça parce que l'investisseur, lui, c'est quoi ses choix? S'il y a des taux d'intérêt de 1% et puis il a le choix d'investir là ou il a le choix d'investir en bourse, à 1%, si je fais seulement 6-7% en bourse, c'est quand même très bon par rapport à cette alternative-là. Alors que si on recule des années 80, quand on avait des taux de 10, 15, même des hypothèques à 20%, l'épargnant pouvait placer de l'argent et avoir des taux très élevés. En bourse, il va être beaucoup plus exigeant. Alors, oui, effectivement, ça a un impact direct. Évidemment, l'aide du gouvernement, le nombre, la quantité phénoménale d'argent qu'il a mis, c'est du jamais vu. Tous les différents gouvernements à travers le monde, ils ont vraiment injecté beaucoup d'argent. Et ça, c'est sûr que ça a aidé l'économie à absorber le choc. Et puis, je pense que ça a été perçu vraiment favorablement par les marchés boursiers. Et est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement ait aidé, distribuer autant d'argent à la population? Ça l'a-tu fait en sorte qu'ils dépensent plus? Oui, oui,
c'est une bonne chose pour avoir évité une catastrophe. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'on fait juste reporter l'inévitable. C'est là que c'est plus difficile de se prononcer. Juste cette semaine, aux États-Unis, on est en train de considérer une aide de 2,2 billions de dollars. C'est une aide supplémentaire. Les conséquences de ça, c'est la dette. La dette ne fait qu'augmenter. Puis je regarde juste aux États-Unis. Là, la question, c'est de savoir, toute cette dette-là qui grossit, est-ce qu'un jour, on va la rembourser? Est-ce qu'on va atteindre un point de non-retour ou est-ce que ça va être impensable de penser on va être capable de rembourser cette dette-là? Il y a un site intéressant qui s'appelle usdebtclock.org. C'est un site qui fait état de différentes données, puis on voit en temps réel la dette nationale des États-Unis qui s'accumule, puis on a aussi d'autres types de dettes comme la dette des États ou les dettes locales et ainsi de suite. Puis là, on voit, comme tu mentionnais tantôt, 27 billions, la dette aux États-Unis, elle se rapproche de ça. Mais là, avec l'aide qui prévoit de 2,2 billions, bien là, on va être pas loin du 30 billions d'ici la fin de l'année. J'ai fait un petit calcul pour le fun. Je me suis mis je regardais la dette nationale des États-Unis hier, et puis là, j'ai chronométré combien de temps ça prenait pour qu'elle augmente d'1 million, parce que les chiffres augmentent en temps réel. Là, j'arrivais à 22 secondes. Fait que là, j'ai fait un petit calcul, puis pour une année, ça correspond à peu près à 1,4 billion, qui est 1,4 trillion en anglais. Oui. Mais en ce moment, elle augmente bien plus vite que ça. Fait que ça veut dire que même la vitesse de l'horloge peut-être ne prend pas en compte toutes les dépenses qui arrivent supplémentaires en temps réel. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Je suis allé moi-même voir ça. C'est quand même impressionnant, les chiffres qu'on voit là-dessus. Oh, ça vaut la peine. On voit justement dans ce tableau-là que les revenus générés par les impôts au niveau du pays fédéral, ça s'élève à un peu plus que 3 billions. Et puis là, la dette était rendue à 27 billions. Donc, c'est donc 9 fois les revenus. Ce qui est c'est énorme parce que le 3 billions, c'est les revenus, c'est pas les profits que le pays engendre. Alors ça veut dire que ça pourrait être... combien de temps ça pourrait prendre pour rembourser une telle dette? C'est difficile à imaginer. Il y a une entrevue de Charlie Munger, qui se trouve être le partenaire de Buffett à Berkshire Hathaway, en février 2019, à CNBC. À l'époque, la dette était à 22 billions. Et puis là, il s'est fait poser la question, est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous pensez de la dette? Puis il a répondu, on est comme en territoire inconnu. Mais toute comme grande nation, éventuellement, on va être ruiné. Il a dit que ce soit Rome, la Grande-Bretagne à son apogée, ils finissent tous par y penser. C'est sûr qu'il faisait de l'ironie, mais ça démontre juste à quel point, même à 22 billions, il regarde ça puis il dit, oh boy, ouais, OK, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Puis là, à la fin de l'année, on va être rendu à près de 30 billions. Ça donne une petite idée. Au niveau politique, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que peu importe quel parti qui est au pouvoir, que ce soit républicain ou démocrate, il semble que la dette, c'est pas un enjeu, c'est pas quelque chose de prioritaire de la maintenir puis de ne pas s'endetter davantage. Parce que normalement, quand c'est un candidat républicain qui prend le pouvoir, étant donné les valeurs plus conservatrices, on va mettre plus l'emphase sur la dette. Puis là, avec Donald Trump, là, c'est comme si la dette, là, ça ne comptait pas vraiment, c'est pas grave. On peut piger dans la cagnotte qui a de l'argent à l'infini, puis payons-nous des services tout le temps, puis moi, on peut même baisser les impôts, il n'y a comme pas de limite. C'est presque rendu une nouvelle mode de s'endetter. C'est ça, exactement. C'est que normalement, quand ça va mal, c'est correct d'utiliser des emprunts pour absorber le choc d'une crise, mais quand ça va bien, là, on est supposé de rembourser ou du moins ne pas au moins augmenter la dette. Mais là, même quand ça allait très bien, on se mettait, la dette a continué de monter. Puis ça, c'est pas juste les États-Unis, là, c'est arrivé un peu partout dans le monde, au Canada également. Est-ce que les élections ont une influence sur l'état des marchés présentement? C'est difficile à dire. Ça dépend. Ce sont pas mal les deux candidats. C'est vraiment difficile à dire lequel va gagner. Donc, si, mettons, c'était Biden, lui, il parle
d'augmenter les taux corporatifs. On se souvient qu'il avait été baissé par Donald Trump. Et puis, il parle de la réglementation. On s'attend à ce qu'il y en ait plus. Et puis, il y a aussi des hausses d'impôts à prévoir sur le gain capital, sur les revenus. Quel impact ça va avoir? C'est difficile à dire. Est-ce que ça va nécessairement être négatif? Des fois, on a toujours des surprises. Puis en tant qu'investisseur, il faut être humble. Puis on a beau faire des prédictions, on a souvent tort. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais à long terme, c'est sûr que ça va être moins porté à être bon pour l'économie. Puis dans le cas de Trump, même s'il garde les mesures en place qu'il avait mis, juste l'augmentation de la dette en soi, ça peut être un problème. Là. Fait que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, voilà, de mon avis personnel. Penses-tu que Trump a essayé de tout faire pour soutenir le niveau des marchés avant les élections? Ah, non, c'est clair. Ouais. Je pense que oui. OK. Oui, parce qu'il fait souvent référence au marché boursier. Puis dans sa tête, si le marché boursier va bien, ça va l'aider à l'emporter là, en novembre. Fait que oui, je suis pas mal sûr qu'il a dû penser à toutes sortes de façons là, de supporter le marché là, pour arriver à ça. Ouais. Puis tantôt, on parlait un peu des taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça fait quand les taux d'intérêt restent bas longtemps? Oui. Il y a Charlie Munger, qui, j'ai mentionné tantôt, le partenaire de Buffett, qui a dit une citation super intéressante que je considère peut-être une des plus importantes. Puis il a dit « Je pense pouvoir comprendre l'importance des incitatifs mieux que 95% des gens de mon âge. Et pourtant, toute ma vie, j'ai sous-estimé son pouvoir. Jamais une année ne s'est écoulée sans que je sois surpris par ce phénomène, m'amenant ici à l'étudier davantage. » Fait que ce qu'il dit, dans le fond, c'est que les incitatifs, on a tendance, c'est difficile de pas les sous-estimer. Puis quand on met des incitatifs en place, le comportement des gens, des compagnies, ça finit par aller en fonction de ça. Et puis, ce que ça fait des bas taux d'intérêt, le gouvernement, lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est que au lieu d'épargner, on dépense plus pour que ça puisse stimuler l'économie. Mais en même temps, ce qui est étrange, c'est que les gens continuent à acheter des obligations. Puis quand je dis les gens, mais c'est aussi les sociétés, puis les autres pays, les banques, ils empilent les obligations. Et puis, ça donne un incitatif, ironiquement, au gouvernement à dépenser davantage parce que là, les taux sont rendus très bas, puis il n'y a pas de misère à vendre des obligations. Donc, il peut toujours s'endetter de plus en plus, mais sans que son fardeau d'intérêt augmente considérablement. Et puis, je regardais, j'avais lu quelque chose la semaine passée par rapport aux fonds de pension. Les fonds de pension, normalement, sont supposés avoir un certain nombre d'obligations dans leur portefeuille. Mais là, de plus en plus, ils considèrent à la place d'investir dans les actions. Là, ce qui est peut-être pas très bon parce que si, je suppose qu'on en est dans le marché boursier, mais si on commence à acheter des actions, peu importe le prix, parce que les taux d'intérêt sont pas intéressants, on ne fait pas d'argent avec les obligations, mais peut-être que ça va les inciter à prendre un risque qu'ils ne devraient pas prendre. Donc, si on revient un peu plus sur la dette, c'est quoi que ça va avoir comme impact sur l'économie? Dans le sens, par exemple, qu'est-ce qui arrive quand un pays est plus capable de rembourser sa dette? Ce qui est arrivé dans le passé avec d'autres pays, souvent, il va y avoir une baisse de la valeur de la devise. Parce que là, les gens veulent se retirer, ils n'ont plus confiance. Quand la confiance n'est plus là, c'est sûr que c'est néfaste pour la devise du pays. Il y a une hausse des taux, parce que là, pour pouvoir s'endetter à nouveau, les différents acteurs dans l'industrie vont demander des taux beaucoup plus élevés, étant donné là, la nouvelle perception des risques, pas que le pays pourrait vraiment ne jamais repayer sa dette. Il y a une décote des agences de notation. Alors, ça, c'est sûr que c'est vraiment pas bon. Il pourrait y avoir comme une panoplie de fonds de pension qui sont obligés de vendre des obligations parce qu'ils ne se qualifient plus, étant donné qu'il y a eu une décote. Ça crée souvent des paniques sur le marché. Et puis, aussi, ça va contaminer les autres catégories de dettes. Parce que ce qui arrive, c'est que la dette du gouvernement, c'est souvent comme considéré la dette sans risque. Ça, on part de ça, c'est une référence. Puis toutes les autres dettes, c'est en fonction de ça. Fait qu'on va arriver avec une corporation qui a une très bonne santé financière, mais on va dire, bon, OK, ta dette, on va prendre les bons du gouvernement 5 ans, 10 ans, puis on va racheter 2-3 %.
c'est en fonction de ça qu'on établit le taux. Mais là, si la référence est devenue risquée, ben, comment qu'on fait pour déterminer à combien qu'on devait prêter à toutes les différents les compagnies, puis même les citoyens dans la société quand ils s'endettent. Alors, ça a une influence de ce côté-là, puis ça a une influence aussi sur la dette des autres gouvernements, dans le sens, surtout si c'est les États-Unis, parce que si jamais il y avait un doute par rapport, mettons, aux États-Unis, mais les gens vont peut-être se remettre en question, dire, ben, si eux autres, il y a potentiellement un problème, mais les autres pays aussi, là. Puis ça peut arriver dans l'autre sens aussi. S'il y a plusieurs pays d'Europe qui commencent à faire défaut, peut-être qu'on va commencer à regarder plus le niveau de l'endettement américain, comment c'est rendu. Puis c'est du moment que les gens vont perdre confiance, c'est ça le gros point. Parce qu'à tant aussi longtemps qu'ils ne perdent pas confiance, ça peut durer longtemps. Une dette, quand les taux d'intérêt sont rendus aussi bas, puis là, on parle même de taux d'intérêt négatifs, ben moi, je te dis, Jonathan, demain matin, prête-moi 100 milliards de dollars. Là, tu me dis, OK, mais tu me donneras 2 d'intérêt. Je dis, ben non, là, 2 je ne suis pas capable de te payer ça. Mais si tu me charges zéro, ben, ça va me faire un plaisir à chaque mois de te payer un intérêt de 0 là, ça va être facile pour moi de faire ça. Il n'y a comme plus de limite. Fait que quand on est rendu avec des taux ridicules, pendant combien de temps que ça peut durer? Ouais, c'est vrai. Si les États-Unis sont à 30 billions d'ici la fin de l'année, mais avec des taux proches de zéro, pourquoi ils ne se rendraient pas à 100 billions? Fait que on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ça, c'est la grosse question. Puis rendu avec des grosses dettes comme ça, est-ce qu'il y a des manières de les rembourser? Oui, effectivement, il y a plusieurs manières. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, bon, évidemment, ce serait de créer des surplus, mais ça, c'est plus difficile. Politiquement, c'est difficile de faire ça vraiment sur plusieurs années. On peut compter sur une expansion de l'économie puis maintenir la dette. Un peu ce qui est arrivé aux États-Unis comme les années 50-60, quand la dette, après la Deuxième Guerre mondiale, était élevée, mais là, elle s'est mise à diminuer par rapport au produit national brut. Alors, ça, c'est une manière qui est efficace. Mm-hmm. Mais sinon, c'est le gouvernement peut négocier des coupes, couper la dette ou tout simplement recommencer à zéro ou pas loin. Je sais que l'Argentine a fait faillite. Je pense que cette année, c'était la 9e fois. Ah oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé, chacune de ces faillites-là, mais bon, les autres, ça allait être rendu une habitude. Là. Je pense pas. Ceci étant dit que ça arrive nécessairement avec ici au Canada, aux États-Unis, mais c'est des façons là, qui est arrivé dans le passé là, ailleurs. Avec la dette qui augmente de plus en plus, est-ce qu'on pourrait voir une déflation? Oui, ben c'est sûr que la Fed, en fait, elle s'assure qu'il n'y ait pas de déflation, puis elle vise un taux de 2 qui est une légère inflation, Oui. qui se trouve être un taux qui fait qu'il est assez haut pour ne pas verser dans la déflation, pour se garder une marge de manœuvre, et pas trop non plus pour qu'ils se mettent à avoir l'inflation puis qu'on perd le contrôle de la devise. Mais le problème avec la déflation, c'est que si ça arrive, ben, les prix baissent. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, l'argent prend de la valeur. Puis ce que ça peut créer chez un consommateur, c'est un désir d'attendre. Étant donné qu'il sait que les prix vont baisser, ben, il va dire, bon, ben, OK, pourquoi j'achèterais tout de suite si je sais que dans un mois, 6 mois, 1 an, je vais pouvoir acheter la même chose moins cher. Mm-hmm. Et puis ça arrive, mais ça crée un cercle vicieux. Et Okay. puis là, le problème avec la déflation, c'est que les dettes, les compagnies qui ont des dettes ou les individus, ben là, ils ont un certain montant, mais quand il y a une déflation, c'est comme si leur dette augmentait. Parce que la déflation, éventuellement, ça conduit à une baisse des salaires. Tout se met à baisser. Là, leur dette, eux autres, elle ne baisse pas. Alors, ça pourrait créer une cascade de faillite si tout le monde commence à avoir la peur que les dettes ne soient pas remboursées. Donc, ça crée un cercle vicieux qu'on veut éviter à tout prix. Maintenant, en ayant une certaine inflation, si la dette augmente tout le temps, le problème, c'est que ça pourrait mener à beaucoup d'inflation. C'est quelque chose que Buffett, il y a longtemps eu peur. Puis on peut voir qu'est-ce que ça fait quand il y a trop d'inflation. Il y a des pays comme, mettons, le Zimbabwe, c'est un exemple extrême. Là. Mm-hmm. Mais en novembre 2008, les prix doublaient à tous les jours. Ouais. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble un environnement quand les prix doublent à tous les jours, mais je m'imagine, mettons, aller dans une boulangerie et acheter du pain, puis on me dit c'est 4,50, puis là, tu sors ton argent, ton portefeuille, puis whoop, tu arrives pour payer, puis tu dis non, là, c'est rendu plus cher, puis ça a pris quelques secondes avant que tu me payes.
Alors, non, juste un autre exemple, euh, toujours par rapport au Zimbabwe. Le 14 novembre, sur un an, euh, la dette avait augmenté de 90 trilliards de pourcents. Hmm. Alors, c'est du jamais Ben vu, oui. là. Mais pour les auditeurs là, je sais que c'est peut-être pas évident à comprendre là, ce genre de chiffres-là parce qu'on a comme deux façons d'utiliser les grands nombres. Nous autres, ici, en français, on utilise le système d'échelle longue, alors que dans plusieurs pays anglophones et aux États-Unis, ils utilisent plus le système d'échelle courte. Alors, en anglais, on a million. Après ça, c'est billion puis trillion. Ça finit tout en ON. Fait que c'est comme si en français, c'était million, billion puis trillion. Mais nous autres ici, comment que ça fonctionne? C'est qu'après million, c'est milliard. Il y a toujours un AR, Mhm. ARD, une finition en A entre chaque. Fait qu'on passe de million, milliard, billion, billiard, puis trillion, trilliard. Hmm. Fait que ça veut dire que un trillion, dans notre langue, c'est beaucoup plus qu'un trillion en anglais. Donc, pour vous donner une idée, 90 trilliards, ça correspond à 1 milliard fois 1000. Alors, C'est c'est beaucoup. pas mal plus que Ouais. 2%. On dépasse le 2% comme il faut. Puis juste en Allemagne, en 1922, eux aussi ont eu des gros problèmes d'inflation avec le marque allemand. Et puis, cette année-là, en 1922, les prix doublaient tous les Hmm. mois. Il y a eu également à la même époque, il y a eu la hyperinflation aussi en Pologne. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible là, de nos jours, je pense. Puis combien de temps ça peut prendre avant qu'un défaut survienne? Ben, ça peut être très long, étant donné que là, on se rapproche des taux d'intérêt à zéro. C'est ça qui est très difficile, puis qui fait qu'il faut rester humble en tant qu'investisseur, puis ça demeure de la macroéconomie. Moi, normalement, je regarde pas trop la macroéconomie, puis je suis pas un expert là-dedans. Sauf que là, je regarde les endettements, puis c'est difficile de les ignorer parce que ça pourrait avoir un impact selon le choix des compagnies que je vais prendre pour mon portefeuille en OK. bourse. Euh, Ce qui est intéressant, Buffett a toujours suivi ça de près, l'inflation. Et puis, il disait en 1980, c'est sa perception du temps, il disait les chances qu'il y ait des très bas taux d'inflation, ils sont pas de zéro. Ça veut dire dans le sens qu'il s'en attend à très Mhm. peu. Il disait que l'inflation, c'est créé par l'homme. Et puis, il pourrait y en avoir. Et puis là, Buffett, il a fait une prédiction sur l'inflation. C'était en 2008, une entrevue à CNBC en juin. Là, il regardait les chiffres, puis lui, il a accès à toutes ces compagnies, fait qu'il voit tout comme en temps réel, parce qu'il y a des rapports à tous les mois de différentes filiales. Fait que là, il dit, je pense que l'inflation est vraiment en train d'augmenter de façon sérieuse. Il dit, c'est gros. Puis il dit que ce soit l'acier ou le pétrole, nommez-le, là. Il dit, on voit de l'inflation partout, c'est en train Hmm. d'exploser. Puis on voit qu'après, après, c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Fait que c'est ça, en 2010, Buffett il a envoyé une note de remerciement et pour la remercier, il l'a fait par rapport aux actions qu'elle a prises pour sortir le pays de la crise. Puis sur cette note-là, c'était écrit que nous suivons des politiques qui, à moins d'être changées, vont éventuellement mener à beaucoup d'inflation plus tard. Hmm. Ça veut dire que même en 2010, encore là, il s'attendait vraiment à ce qu'à cause de tout l'argent qui est injecté dans l'économie, la dette qui augmente, il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup Ouais. d'inflation. Mais ça, c'était en 2010. On est rendu en 2020. Mhm. Ça veut-tu dire qu'il avait tort de dire ça en 2010? Puis moi, je suis en train de parler de la dette aujourd'hui en 2020. Peut-être qu'en 2030, on va dire, ben là, c'est encore arrivé, là, Ouais. tes inquiétudes. Puis est-ce qu'il peut avoir un impact sur les banques à cause de la dette qui augmente constamment? Ben, c'est clair, c'est que si jamais la dette crée le problème qu'il y ait une peur, qu'il y ait un défaut ou qu'il y ait beaucoup d'inflation, mais étant donné que les banques ils détiennent beaucoup Mhm. d'obligations, ils ont des prêts, puis après ça, ils ont des obligations qui doivent donner aux différents véhicules liquides pour qu'ils puissent, parce qu'ils ont besoin de ça si jamais il y a des gens qui réclament les dépôts, ils ne peuvent pas juste avoir des prêts. À ce moment-là, ils ont des obligations corporatives, des obligations gouvernementales. Eh bien, là, ce qui arrive, c'est que s'il y a une peur par rapport au défaut, bien là, tout d'un coup, la valeur de ces obligations-là pourrait baisser de façon Mhm. considérable. Puis d'ailleurs, quelque chose d'intéressant que j'ai vu par rapport à ce qui est arrivé cette semaine, c'est pas cette semaine, mais je l'ai lu cette semaine, en 1998, dans le temps de la crise de la Mhm. Russie.
Il y avait quelqu'un qui avait un commentaire, là, quelqu'un qui gérait un fonds pour la Russie, puis il disait que il y avait une grosse décote du rouble. La monnaie avait vraiment, là, à cause, il y a eu, ça allait pas vraiment pas bien, puis il disait que ça allait donner une leçon aux banques de diversifier leurs actifs. OK. Fait que là, ça veut dire que les banques américaines ou les banques canadiennes, s'ils détiennent beaucoup de leurs dettes de leur pays, ben peut-être qu'ils pensent que c'est sécure tout le temps, mais si jamais il arrivait quelque chose, ben tout d'un coup, il peut avoir un gros impact. Fait que oui, il y a un impact potentiel sur les Mhm. banques. Là. Donc, en ce moment, ça serait pas nécessairement un bon choix d'investir dans les banques? Pas nécessairement, en ce sens que, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Puis actuellement, bon, le marché a beaucoup monté, mais ironiquement, je trouve beaucoup de deals dans les financières, puis je m'empêche d'en acheter à cause de cette Ah oui. possibilité-là. Mais sachant que, ben oui, mais il y a vraiment des titres dépréciés, comme je regarde juste la compagnie d'assurance LG, qui est rendue vraiment bien en bas de sa valeur au livre. En fait, je trouve ça très dommage que la direction ne rachète pas des actions. Là. Je trouve ça un peu ahurissant qu'ils ne profitent pas de ça. Mais bon, je regarde Bank of America, qui est justement une banque. Buffett il en a acheté pas mal récemment. Donc, confiance sur ses perspectives à moyen terme et long terme. Donc, de moi vraiment que si ça continue à aller bien, ben ça devrait bien faire parce que si on prend le prix actuel de Bank of America par rapport à sa valeur tangible, moi j'utilise toujours la valeur au livre tangible. Oui. Là. Puis souvent, ça va être le Common Equity Tier 1 là, dans le 10K de la Mhm. compagnie. Plutôt que de prendre la valeur qui est affichée, là, qui tient compte des intangibles, ça, pour moi, c'est pas une valeur qu'on peut se fier. Là. C'est sûr que si on prend ça, on a l'impression qu'il est étranger en bas de sa valeur au livre. Mais actuellement, il serait à 1,25 fois. Et puis, le moindrement qu'il fait un rendement que de l'allure sur son capital, ben, il pourrait facilement aller à 2 fois. Tu sais, OK. ça serait, c'est pas impossible, donc ça pourrait être un bon deal. Mais si le scénario catastrophe arrive, c'est pas difficile d'imaginer qu'il pourrait être lourdement affecté. On en regarde mettons, les prêts. Je regarde souvent les prêts par rapport à l'équité tangible. L'équité tangible que j'utilise, c'est 171 milliards selon le dernier rapport dans le cas de Bank of America. Ben, les prêts sur cette valeur-là, c'est 5,8 Mhm. fois. Ça veut dire que si les prêts, ça va tellement mal à l'économie parce que tout se met à débouler parce que le gouvernement, il y a un risque de défaut, puis l'économie va mal en même temps. Mais il faut juste qu'il y ait 17 à 18 des prêts qui perdent de la valeur pour qu'il n'y ait plus de Mhm. valeur, que le capital de la banque soit enrayé. Sinon, on prend, mettons, leurs obligations qu'ils détiennent par rapport à leur équité tangible, c'est 2,6, 2,7 fois. Fait que là encore, c'est de l'effet levier. Quand on parle des banques, c'est toujours une question d'effet levier. Puis la moindre baisse est magnifiée. Chaque catégorie d'actifs a comme son levier. Et puis ça fait en sorte que si on additionne les risques possibles, que ce soit au niveau des obligations qui portent la valeur, au niveau des prêts qui ne seront pas remboursés, ça n'a pas besoin de baisser beaucoup pour que ça ait un gros impact sur l'équité. Donc, il y a un risque, Mhm. mais le prix, en ce moment, il semble intéressant si le scénario catastrophe il survient OK. pas. Puis, parlant d'un scénario catastrophe, les marchés ont beaucoup monté et au début septembre, les marchés étaient presque au niveau avant COVID, donc avant la grosse chute. Et est-ce que Ouais. c'est possible de profiter de la situation actuelle, de trouver des aubaines quand le marché est autant haut? Et est-ce que c'est une bonne idée d'acheter maintenant ou on devrait attendre si ça chute? Moi, c'est une grosse question. Moi, personnellement, je suis investi à la Mhm. bourse. Puis je pense que c'est pas une mauvaise idée d'avoir de l'encaisse. Ceci étant dit, il y a tellement d'inconnus Ouais. comme la COVID, l'impact, qu'est-ce que ça va être, comment ça va aboutir, est-ce que le gouvernement va intervenir encore massivement? Parce qu'il y a plein de titres qui étaient très alléchants rendus au mois de mars, mais si le gouvernement n'était pas intervenu, je pense qu'il y en aurait une couple là, qui aurait disparu du Mhm. portrait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Tu sais, fait qu'en toute humilité, ben, c'est un gros point d'interrogation parce que c'est une donnée, l'intervention du gouvernement, qu'est-ce que ça va être? Il va probablement tout faire pour supporter l'économie. Puis là, on le sait, la dette, c'est pas un problème. C'est comme si
on avait une source infinie d'argent dans laquelle on peut puiser. Fait que tant aussi longtemps que ça fonctionne, on peut aller, on peut faire un bon bout de chemin. Fait que oui, il y a quand même, ce que je dirais, on peut prendre la chance, il y a des titres vraiment pas chers comme, mettons, Bank of America, c'est sûr, le prix, il semble intéressant, mais il y a un risque, puis il y a plein de titres qui sont dans cette catégorie-là. Tous les titres qui ont beaucoup de dettes sur leur bilan, ou qui ont des fonds de pension qui dépendent bien gros de comment que les taux d'intérêt se comportent, parce que quand les taux d'intérêt diminuent, la valeur actuarielle des décaissements dans le futur a tendance à monter, donc ça gonfle le passif pour ces fonds de pension-là. Donc, ces compagnies-là, ben, en contrepartie à la bourse, ils vont se ranger moins cher. Il y a d'autres compagnies qui profitent du mouvement de la COVID en ce moment, mais juste profiter, mais c'est plus qu'ils ont le vent dans le dos parce qu'il y a un mouvement vers le numérique. Eux autres, ils vont être plus outillés pour passer à travers la tempête, mais ils ont des évaluations qui sont peut-être moins aussi alléchantes que les compagnies qui sont plus à risque. Mais moi, je trouve quand même intéressant les compagnies qui bénéficient du numérique. Fait que là, c'est sûr, il faut être très sélectif. Oui, on trouve des situations intéressantes. C'est sûr que c'est pas aussi intéressant que c'était il y a 3-4 mois parce que ça a beaucoup monté. Okay. Fait que c'est oui, mais il faut y aller avec prudence. Puis continuer à avoir quand même une certaine confiance dans notre système, même s'il y a un risque là, qui semble grossir constamment avec la fameuse dette. J'aimerais ça ajouter un petit commentaire par rapport à comment ça peut être difficile avant une crise ou pendant une crise versus après de trouver des aubaines puis s'assurer que on a vraiment des bonnes aubaines là, qui vont passer, que finalement ben, le titre va bien faire. J'investissais pas mal dans les banques juste après la crise de 2008-2009 parce que là, la tempête était passée. Puis là, il y avait vraiment des petites banques qui n'avaient pas investi du tout dans le subprime. Il y avait des bilans solides comme le roc. Et puis là, tu voyais qu'il avait survécu. Puis la comparaison que je donne, c'est comme, mettons, il y a un ouragan, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un ouragan à un endroit. Puis c'est un gros ouragan, puis il y a un paquet de maisons qui tombent. Puis il y en a quelques-unes qui restent debout. Okay. Puis là, ce qui arrive dans ce temps-là, dans le marché de l'assurance, les assureurs ils se mettent à perdre de l'argent, fait que là, ils sont moins intéressés à continuer d'assurer dans le futur, parce que là, ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, puis de deux, ben, ils s'aperçoivent que les ouragans, c'est réel, là, ça fait mal quand ça arrive. Alors, toi, tu arrives dans le portrait, tu dis, ben, moi, les maisons qui sont restées debout, ben, je vais les assurer, parce que non seulement je sais qu'ils sont solides, j'ai la preuve, puis deuxièmement, ben, je vais être payé bien plus, parce que là, tout le monde a peur. Okay. Alors, quand on pouvait acheter les petites banques américaines juste après la crise, c'était dans cette atmosphère-là. On avait un double avantage, c'était beaucoup plus facile de prendre des décisions. Alors qu'aujourd'hui, là, la COVID, on ne sait pas comment ça va aboutir. La tempête est encore en train de passer, puis on a la fameuse dette américaine au-dessus de ça. Oui, en effet. C'était très intéressant, cette discussion d'aujourd'hui, et je suis sûr que ça va en aider plusieurs dans leur choix d'investissement. Et je te remercie encore une fois, Rémi, pour ta participation à l'émission. Ça fait plaisir. Donc, pour toute question ou commentaire, vous pouvez joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur sur Facebook. Le lien va être dans la description et vous pouvez aussi écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Je vous invite aussi à aller visiter la page web de ce podcast pour y trouver différentes sources et des articles intéressants à propos du sujet d'aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.